Bonjour à tous, on se retrouve ici pour un manuel, on va appeler ça, d'utilisation des Minolta série X, X300, 300S, 370, 370S et 500, qui sont strictement les mêmes dans leur utilisation de base. Donc on va regarder aujourd'hui simplement comment s'en servir pour tous les gens qui ne sont pas dans cette curiosité-là, qui ne viennent pas d'obtenir cet appareil. Vous pouvez vous en aller, je ne sais pas ce que vous faites ici, à moins que vous soyez des gros nerds de la photographie argentique. Et dans le cas, soyez les bienvenus. Et vous pourrez me corriger, bien sûr. Alors, on est sur une gamme d'appareils particulièrement simple, mais particulièrement qualitative, qui est pour moi l'une des meilleures gammes, avec quelques autres, qui permettent de venir flirter avec la photographie argentique de manière très simple et à moindre budget. C'est également un très bon boîtier pour amateurs confirmés et voire même pour professionnels, grâce à sa monture MD, mais on en reparlera juste après. Alors les avantages avant tout de ce boîtier, si vous êtes ici pour vous demander si c'est un boîtier que vous allez acheter ou non, les grands avantages pour moi de ce boîtier, ce sont avant tout son prix, associé à la qualité qu'il peut offrir. C'est un boîtier extrêmement simple d'utilisation, plutôt robuste, relativement léger, même s'il fait quand même son poids, très performant, avec une cellule qui est plutôt très précise, à part quand on va un petit peu la titiller dans les très très basses lumières, mais dans ces périodes-là, la plupart des cellules étaient sensibles, à part sur les matériels professionnels, qui aujourd'hui encore s'échangent à certains prix, surtout avec le retour de la mode de l'argentique, qui est en train de détruire le marché de l'occasion. C'est un autre débat. Donc pourquoi c'est un très bon boîtier pour débuter, ou même en tant que professionnel? Il a de nombreux avantages. Avant tout, une prise en main extrêmement confortable, avec un bon relief à cet endroit-là et un tout petit griffe qui suffisent largement à le saisir et à avoir une excellente tenue. Un levier également qui peut avoir une première action de 30 degrés qui sert simplement à venir caler son pouce derrière. Un levier d'armement relativement confortable qui va permettre de venir réarmer à un seul doigt, sans aucune difficulté, grâce à sa position. C'est tout con, mais l'ergonomie d'un appareil photo, c'est très important. Un appareil photo que vous n'allez pas prendre plaisir à avoir en main, c'est un appareil photo que vous n'allez pas utiliser, moins utiliser. Et très honnêtement, l'intérêt est vraiment limité. Ensuite, quels sont ses avantages? Alors, comme je vous l'avais dit juste avant, on a la chance d'avoir une monture MD. Donc les montures MD, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Minolta a créé énormément d'optiques. Et dans la gamme, dans les optiques à monture MD, il y a la gamme Rokkor et quelques autres gammes qui sont très bonnes. Ils ont des vraies perles, parce que ce qui va faire la qualité technique d'une photographie argentique, ça va être, alors évidemment, l'exposition que vous allez choisir de mettre dessus. Je parle pas de la qualité artistique, vraiment de la qualité technique. Ça va être le piqué de l'image, qui va venir uniquement de votre optique, l'absence ou la présence d'aberration chromatique, toujours l'optique, l'absence ou la présence de vibration en pose longue. Alors là, on n'a pas d'option pour relever le miroir. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un trépied plutôt solide et stable. Et évidemment, la pellicule qu'on va mettre dedans. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser au boîtier. Ce qui va nous intéresser, du coup, sur ce boîtier, c'est son prix, qui est très abordable. Celui-ci, je l'ai trouvé à 40 € sur le Bon Coin, dans un état franchement exceptionnel. Quelques traces d'usure, on voit le plastique qui brille un peu plus ici, par exemple, à force de frottement. Ici également. Mais franchement, c'était les seules choses à déplorer. On a également encore ici la protection, parce qu'il est arrivé avec une petite case comme ça, ce qui est relativement pratique. Voilà, c'est un boîtier qu'on peut très facilement trouver entre 25 et 60 € en fonction des offres qu'on trouve, très souvent avec des optiques de gamme Rokkor. Je vous conseille les optiques fixes de gamme Rokkor. Il y a un 45 mm f2 qui est exceptionnel, je l'ai juste là, je vous l'amène. Ce petit bébé, donc le 45 f2 MD Rokkor, qui est une véritable merveille et qui a la chance d'être particulièrement petit et léger une fois monté. Ça nous fait un réflexe à la taille très contenue, particulièrement léger, et qui a un piqué remarquable même aux plus grandes ouvertures. Donc le premier avantage de ce boîtier, comme j'ai dit, c'est son prix. Le second, c'est sa monture, qui nous offre un panel d'optique particulièrement exceptionnel.
Maintenant, on va passer à l'utilisation de ce boîtier pour ceux qui se posent des questions sur ces petites options. Il n'est pas particulièrement technologique, mais il est précis dans son électronique et il offre quelques petites choses bien sympathiques. Alors, basiquement, en partant du dessus, nous avons ici le levier de rembobinage, qui sert également de système d'ouverture du dos, on y reviendra. On a ici notre roue des ISO. Il va falloir amener une petite pression sur cet interrupteur, sur cette pin, et ensuite on va pouvoir tourner librement notre roue des ISO, qui exceptionnellement descend à 12 ISO pour monter jusqu'à 3200, ce qui est une latitude pas toujours atteinte dans les boîtiers réflexes argentiques de ces gammes-là. On a ici l'interrupteur, tout simplement, qui, lorsqu'il est sur off, est un coupe-circuit. C'est le seul défaut, entre guillemets, de ce boîtier. Pour moi, ce n'en est pas un, car ça fonctionne avec deux LR44. La LR44, ça vaut une misère, ça se trouve absolument partout. J'en ai toujours dans mon sac photo, ou dans la poche, quand je le prends en bandoulière, et il faut des mois pour les vider. Donc pour moi, ce n'est pas un problème, mais pour les gens qui vont partir en voyage dans des zones compliquées, si vous n'avez pas prévu un petit stock de piles, si vous partez plusieurs mois, voire années, parce qu'on parle de plusieurs mois ou années d'autonomie, certes, ça peut être un problème. Ou les gens qui vont aller faire des photographies sous une pluie récurrente et qui risquent d'endommager l'électronique. Donc non, ce n'est pas un 100% mécanique, il est dépendant de sa pile. Vous êtes sur off, vous armez, le déclencheur ne fonctionne pas, il est intégralement éteint. Lorsque vous êtes sur on, vous avez la cellule et le système de déclenchement électronique du coup, qui vient se déclencher. On reviendra sur le déclencheur qui est tactile, oui tactile dans les années 80, en effet, on va revenir dessus. Vous avez ici simplement la prise flash, jusqu'ici rien de transcendant. Là vous avez votre fenêtre d'information sur votre vitesse, qui va se tourner avec la petite roue qui est juste devant. Une vitesse très traditionnelle, on va de 1 seconde jusqu'à 1 millième de seconde. Évidemment, un mode bulbe qui va permettre de garder l'obturateur ouvert tant qu'on maintient la pression sur le déclencheur classique ou déclencheur souple. Cet endroit, ça va vous permettre de mettre un déclencheur souple, donc c'est un fil avec une pression, ça ressemble à une petite seringue, qui va vous permettre de réaliser ce que je viens de faire à l'instant, sans risquer de faire bouger votre boîtier sur un trépied. Ce qui va vous permettre de faire des pauses plus longues qu'une seconde, ce que propose électroniquement le boîtier. Nous avons ensuite ici donc le déclencheur. Déclencheur, du coup, je disais qui est tactile. En fait, vous avez le rond noir avec un petit connecteur argenté dans le centre et une rondelle autour, pas la plus large, hein, la première, donc celle-ci, ici, et celui-ci, ce sont deux connecteurs. Lorsque l'on va venir simplement poser le doigt, notre peau va faire contact et va créer une connexion qui va nous donner à l'intérieur du viseur des informations. Informations que voici. Nous avons des choses qui vont apparaître. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons soit un M, soit un A. Sinon, il n'y a rien. Quand tout est éteint, c'est que la pile est morte. Quand on a un A, c'est qu'on est sur le mode automatique. Donc, priorité vitesse. Il choisit automatiquement la vitesse. Le diaphragme étant toujours sélectionné et sélectionnable sur l'optique. Et uniquement sur l'optique. Si vous avez le A qui est entouré par 4 petits traits, comme une cible, comme un viseur ou une chose comme ça, c'est-à-dire que votre pile est soit endommagée, problème de voltage, soit mourante, donc il va être bientôt temps de la changer. Quand vous êtes en mode M, ça veut dire que vous êtes simplement en mode manuel et vous avez une vitesse de sélectionner. Vous allez ensuite avoir à votre droite l'intégralité des vitesses que propose l'appareil photo, et vous allez avoir, je vais vous mettre une vidéo tout de suite. Voilà, donc je passe sur le téléphone un très court instant. Donc, comme on peut le distinguer à droite, on va avoir plusieurs informations. On va avoir notre vitesse, qui est décryptée par stop de luminosité, et on va avoir des petits points. Donc là, le A qui est affiché, c'est parce qu'on est sur le mode automatique. On va regarder juste après pour le mode manuel. Les petites pins qui sont à droite rouge sont des pins informatifs qui vont nous dire à quelle vitesse le boîtier considère qu'il va devoir mettre sa vitesse pour prendre une photo correctement exposée. Si on passe sur un mode manuel, on a plusieurs informations qui apparaissent soudainement. On a
un M pour nous dire qu'on est passé en mode manuel, ou plutôt qu'on a quitté le mode automatique. Et nous avons deux informations qui se, pas chevauchent, mais qui se joignent un petit peu. Donc je vais bouger, vous allez voir. Je vais essayer de trouver une meilleure. Voilà. On a une information qui clignote et une information qui est mobile. L'information qui clignote, donc là qui est sur une demi-seconde, c'est l'information à laquelle la cellule considère qu'il est judicieux de se mettre pour avoir une exposition correcte. Et l'autre qui descend, donc des fois il y en a une, des fois il y en a deux. Quand il y en a deux, ça veut dire qu'il hésite entre les deux et que c'est un peu à vous de prendre une décision. Il y en a une qui est plus colorée que l'autre et une qui est plus sombre. C'est un intermédiaire. Voilà. Donc après, ça va être à vous de vous dire, bon bah je vais aller à telle ou telle vitesse, etc. Donc c'est plutôt très pratique, ça va permettre d'avoir vraiment quelque chose qui s'approche du terme réflexe. Ça veut dire qu'au moment de prendre une photo, si on a déjà géré notre diaph en amont en fonction de ce qu'on va vouloir shooter, il va être très facile de savoir sur quelle vitesse se mettre, même en mode manuel, pour être au plus proche d'une exposition correcte. Et après, ça va être à votre œil de compenser d'un ou deux stops en lumière positive ou négative pour avoir évidemment l'exposition qui vous convient le mieux. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y a sur le dessus, on a oublié une toute petite chose, c'est le simple compteur de vue à droite qui va avancer progressivement à chaque fois qu'on réalise un réarmement avec le levier. Bon, jusque-là, tout va bien. En façade, nous avons ici un retardataire que l'on va venir armer en le tirant vers le haut et on va venir appuyer sur le déclencheur. On a 10 secondes de déclenchement. Il est possible de couper le retardateur une fois lancé, simplement en l'abaissant. Et la photo ne sera pas prise. Ce qui va nous permettre ensuite de le relever et de le relancer. Ou alors de couper et de le déclencher manuellement. Donc pas de panique si vous avez lancé avec le retardateur, vous avez 10 secondes pour réagir. Nous avons ici cette petite bague qui va venir en fait se joindre à celle-ci, ou celle-là, qui sont sur les objectifs MD, qui va venir en fait donner l'information du placement du diaphragme à la cellule, qui donc va pouvoir adapter son information, comme on a pu le voir juste avant sur le viseur, qui va pouvoir vous donner la validation de l'exposition à avoir sur le moment. Nous avons ici la prise pour le déclencheur souple, qui va vous permettre les pauses longues, et ici simplement l'interrupteur pour engager ou désengager la baïonnette de votre objectif. On vient appuyer, quart de tour à gauche, et on sort. On aligne basiquement les deux points rouges ici sur l'optique et ici sur le boîtier pour le réengager, et 8e de tour à droite. Jusqu'ici, on est sur du grand classique. Ensuite, derrière et surtout dedans. Donc, pour l'ouvrir, comme je l'ai dit, on lève le levier qui va nous servir à tirer vers le haut. Et ensuite, on vient lever par une légère pression la petite pine qui est au-dessus de la bague des ISO. Ce qui va nous libérer le dos du boîtier, qui va venir ici nous laisser apparaître l'emplacement pour la pellicule, le rideau de l'obturateur, qui est ici donc un obturateur à rideau et non un obturateur à volet. Ça veut dire que, contrairement à un obturateur à volet qui va venir fonctionner comme ça, avec plusieurs volets qui vont bouger et laisser passer de la lumière, ici on a un rideau entier qu'on va voir s'armer, qui va venir en fait s'ouvrir latéralement. Ce qui a certains avantages et certains inconvénients, on n'en parlera pas ici. L'avantage qu'on va pouvoir noter, et la plupart des gens qui shootent avec des appareils télémétriques, par exemple de la marque Leica, savent de quoi je parle, c'est le bruit, qui est particulièrement sexy sur les obturateurs à rideau. Ici, on a le système d'engagement de la pellicule qui va venir embobiner notre fil armement après armement. Donc on vient les mettre dans les petites fentes qui se situent juste ici. Et ici on a notre dos avec nos mousses qui vont nous donner une petite fenêtre de vision sur la pellicule engagée. Et savoir à quel ISO on est, ce qui va nous permettre de régulièrement
pouvoir modifier notre bague d'ISO. Modifier la bague d'ISO, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt? À part évidemment pour indiquer à la cellule à quel ISO on est et que la cellule soit correcte, ça va nous permettre également d'avoir une compensation d'exposition. On va pouvoir se dire, tiens, là, je vais faire 3-4 photos de ce paysage, j'ai envie d'exposer pour mes hautes lumières. On va mentir à la cellule en disant qu'on a une cellule plus sensible, une pellicule, pardon, plus sensible que celle qu'on a en fait engagée. Il va donc sous-exposer son image, donc exposer pour les hautes lumières, et donc on va pouvoir, sans avoir à le faire manuellement, enchaîner avec, par exemple le mode automatique, des photos d'une scène. Le mode automatique est particulièrement précis, on va pas se mentir, en pleine journée, j'ai jamais eu de problème de sur- ou de sous-exposition, même dans des scènes un petit peu complexes. Je trouve qu'il s'en sort très bien, avec des pellicules. J'ai testé de 100 à 1600 ISO. 3200, je n'ai pas testé encore. Donc je ne sais pas si elle garde, mais en général on a une petite perte de sensibilité et il peut être intéressant d'avoir une cellule externe et de passer en purement manuel. Parlons en même temps un petit peu des optiques que l'on peut trouver sur ces modèles. Là je vous en ai déjà présenté deux, donc le 100 mm f2.5 Rokkor PF et le 45 mm f2 Rokkor. Donc ce sont toutes les deux des montures MD qui se trouvent à moindre budget dans de très nombreux sites de vente, même sur le Bon Coin on peut trouver. Peu d'entre eux sont susceptibles aux champignons, ce qui est une chance, ça arrive, il faut quand même vérifier, mais peu d'entre eux sont susceptibles aux champignons, contrairement à une gamme de Rokkor dont il faut faire très attention, en monture M, qui a été faite pour le Minolta CLE, que j'ai à côté, que je pourrais vous présenter, qui a été fait spécialement par Leica et qui utilise à l'intérieur des colles ou des baumes qui sont, pour lier les lentilles, qui sont extrêmement sensibles avec les années à l'arrivée de champignons, ce qui est un problème. Sur ces modèles-ci, c'est très peu souvent le cas, ce sont des modèles extrêmement légers et compacts. On a un 100 mm qui fait à peine la taille de mon 55 mm que j'ai à côté. Qui ouvre à 2,5, le mien ouvre à 2,8 et on est quasiment sur les mêmes tailles. Alors il fait un peu son pesant d'or, mais la compacité d'un 105 mm comme celui-ci, c'est vraiment incroyable, avec une qualité optique même aux plus grandes ouvertures qui est franchement honorable. Voilà, avoir un téléobjectif, moi qui suis très amateur de 85, 90, 100, 105, 135, avoir la compacité d'un 50 quasiment sur un 100 mm, c'est vraiment exceptionnel. Le 45 mm, je vous le conseille vraiment très fort. Il a plusieurs aspects positifs. Le premier, c'est son hyper compacité et sa légèreté, il est minuscule. On a vraiment affaire à un tout petit objectif, presque pancake, extrêmement léger et particulièrement précis. On a un piqué d'image, même à f2, qui est simplement admirable. Donc très lumineux, excellent piqué, compact, léger. C'est un petit peu dur de trouver mieux, je trouve. Et il s'échange pour quelques dizaines d'euros, ce qui fait un kit très intéressant. C'est également pour ça que je vous conseillais ce boîtier, c'est qu'en plus de son prix, je parle du boîtier en lui-même, le prix de ces optiques reste pour la plupart abordable, même si on a quelques perles qui commencent à cause de la mode de l'argentique à exploser, avec des optiques qui dépassent pour certains les 850 euros, on en a beaucoup qui l'évitent entre 20 et 70 euros en fonction des optiques et de leur état. Ce qui va permettre pour une centaine d'euros, ce qui reste une très grosse somme pour certains gens convient, mais pour acheter du très bon matériel qu'on va garder des années si on en prend soin, ça reste très correct. Un boîtier autour des 50 euros, un optique autour des 50 euros. Personnellement, le kit total, je l'ai eu boîtier plus 45 mm, plus un 28 mm f2.8 exceptionnel. J'en ai eu pour 70 euros. Voilà, en fouillant bien, deux optiques, un grand angle, une focale classique, sur un appareil flambant neuf, un paquet de piles à 1,20 € et c'est parti. Certes, il y a des appareils beaucoup moins chers, mais comme je vous le dis, ce qui va nous intéresser, c'est sa monture, la fidélité que sa cellule peut avoir dans les situations de lumière complexes, son design et son confort en main. Une fois que tout ça est pris en considération, on a un boîtier intelligent, fiable, très agréable, et avec un son qui, en tout cas personnellement, je trouve vraiment très agréable. Voilà.
Ça, c'est vraiment un petit kiff de nerd, on va pas se mentir. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je peux simplement rapidement vous parler du dessous. Nous avons ici la vis pour le trépied, ici l'emplacement pour les piles, ici le connecteur pour le grip, le battery grip qui va permettre de manipuler le boîtier à la verticale et également de remonter notre pellicule à chaque prise de vue sans utiliser le levier, à l'aide d'un moteur. Moteur qui va venir s'engager ici même. Donc en fait ces deux pins là vont venir se connecter, et celle-ci, avec le battery grip, le moteur. Et ici on a tout simplement le système de désamorçage de la pellicule pour la débrider et pouvoir la rembobiner. Je pense qu'on a fait le tour, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.